la une ce soir, le budget du ministère de l'Outre-mer. Les catastrophes qui ont récemment accablé nos régions ont suscité de fortes demandes. Le gouvernement a répondu par une hausse de 4%. Cette augmentation sera-t-elle suffisante? Les précisions de la ministre des Outre-mer dans un instant. Et le secteur du tourisme est inquiet. Les centrales de réservation ont observé une baisse significative pour cette saison 2017-2010. À rebondir sur place en s'affaire pour être fin prêt. Et les professionnels de la pêche, le matériel est détruit. Une interrogation pour cette profession. Comment faire face aux lourdes charges sociales et redémarrer? L'enquête d'ATV Guadeloupe dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Et nous ouvrons ce journal avec cette information. Un Cessna 172 petit avion de tourisme a fait naufrage cet après-midi au large de Sainte-Rose. Les 2 passagers à bord ont fort heureusement été retrouvés sains et saufs. Ils ont été élitreillés en fin d'après-midi, pris en charge sur un navire de guerre américain et seront dès demain rapatriés en Guadeloupe. Et le budget 2018 de la mission Outre-mer et les équipements scolaires, notamment pour la Guyane, où les 65 millions d'euros des accords convenus par les accords de Guyane seront bel et bien versés. Autre mesure, le crédit d'impôt emploi sera également supprimé en 2019, mais on écoute tout de suite les précisions de la ministre des Outre-mer, interrogée par Éric Dupuis. L'outre-mer est une priorité de ce gouvernement. L'objectif, c'est bien sûr accompagner le développement économique des territoires. C'est penser à cette jeunesse qui attend effectivement un signe d'espoir. C'est bien sûr l'emploi et la croissance. Et vous le savez aussi, c'est de tenir compte des spécificités des différents territoires et notamment d'accompagner les territoires les plus fragiles avec des exemples pour la Guyane, pour Mayotte, la reconstruction également de Saint-Martin. L'année 2018, c'est l'ensemble de ce chantier que nous allons relever, au-delà des travaux que nous allons mener sur les assises. Et comme nous l'avons vu hier, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe est à Paris en ce moment au salon Topresa pour essayer de redonner du souffle à la destination Guadeloupe qui a eu à souffrir de la force des images qui ont déferlé sur les grandes chaînes et sur les réseaux sociaux. Les centrales de réservation observent déjà une baisse significative pour cette saison, une donnée qui semble se confirmer chez les hôteliers. Reportage Karen Diama. Dans cet hôtel de charme, l'après-Maria a laissé un goût amer à cette propriétaire qui voit certaines de ses réservations être annulées. Là, on a senti un petit peu de flottement donc, au niveau des demandes de réservation qui normalement, ordinairement, se font à cette période-là et même un petit peu plus tôt. Et c'est vrai qu'après l'ouragan, malgré les nombreux appels qu'on a eus surtout pour savoir un petit peu venir aux nouvelles et savoir comment l'hôtel s'est comporté durant cet événement, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est plutôt un petit peu le calme plat, voilà, après la tempête. Un flottement qui pourrait s'expliquer par la prolifération de clichés montrant les îles de la Caraïbe dévastées par les récents ouragans. Les clients font un amalgame déjà avec les 2 cyclones, entre Irma et Maria. Ils ont du mal un petit peu à savoir la Guadeloupe, à quel moment elle a été impactée. Et pour eux, entre les photos de Saint-Martin qui véhiculent pas mal sur les réseaux sociaux, la Guadeloupe aussi, avec tous les problèmes qu'on a eus sur Basse-Terre, les Saintes, Marie-Galante, c'est vrai que ils font, ils englobent et ils sont perdus. Ils savent pas s'ils doivent venir, quelles vont être les conditions. Pourtant, l'hôtelière ne se montre pas plus inquiète quant à la saison touristique à venir. Toutes les réservations qu'on a eues en amont de cet événement se maintiennent. C'est vrai que les clients nous appellent pour un petit peu venir aux nouvelles, savoir si la structure a tenu le choc, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas eu d'annulation, nullement. Donc je pense que les touristes sont motivés pour venir en Guadeloupe. Par contre, il est vrai que là, il va falloir attendre peut-être encore, je pense peut-être quelques semaines pour qu'on ait à nouveau des réservations qui se remettent et des demandes qui se remettent en place. Habituellement, la saison touristique démarre en novembre. Cette année, pour les hôteliers, elle sera probablement repoussée à décembre. Et il y a quelques mois, ils affichaient un certain optimisme et affûtaient leurs recettes pour la saison à venir. Aujourd'hui, les restaurateurs font grise mine. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Aujourd'hui, la morosité qui régnait au passage des ouragans laisse peu à peu place à l'espoir de retrouver un climat serein, même si dans la tête, le souvenir est encore bien présent. Ça a été le grand nettoyage, grosse fatigue quand même psychologique, parce que ça a été effectivement
très compliqué au début et on avait très peur parce que la houle, elle est arrivée bien après. La nuit, on a eu tout le vent et tout ça. Et le lendemain, effectivement, la houle a commencé à monter. Et là, ça a été quand même une grande panique, une peur de perdre tout. C'est ça le problème des biens au bord de mer. Hein. Il faut tout de même se retrousser les manches. L'ouverture de la saison touristique est proche. Et pour ce restaurateur, il n'y a pas de temps à perdre. Il reste optimiste. Les clients seront bien là. La saison, je pense qu'on aura beaucoup de monde. Je pense qu'on aura beaucoup de monde étant donné que Saint-Martin, aujourd'hui, Saint-Martin a vraiment morflé, si on peut dire. Et quand même 3 millions, 4 millions de touristes sur l'île. Donc ces gens-là vont se rabattre sur les îles qui ont moins été touchées, entre autres la Martinique et la Guadeloupe. Donc je pense qu'on va faire une très grosse saison. Donc maintenant, on n'a pas les structures non plus pour recevoir des grandes capacités de tourisme aussi. Vous savez, les touristes en général, ce sont des habitués. Donc ils savent ce que c'est des haies, donc ils aiment bien. Donc ils savent qu'après un moment, ça ira mieux, que la mer sera toujours là. Et c'est ce qu'ils aiment, qu'on aura toujours notre soleil. Des haies se relèvent doucement de Maria. Pour beaucoup de professionnels installés sur le bord de mer, la saison semble compromise. Il faudra attendre pour certains d'être indemnisés avant de relancer leur activité. Et si le secteur agricole est sinistré, celui de la pêche l'est tout autant. Après 2 ouragans aux abords immédiats de la Guadeloupe, autant dire que les pêcheurs sont en souffrance. Le président du comité des pêches de Guadeloupe a été reçu hier par le ministère de l'Outre-mer. De cette rencontre est sorti un tout petit vent d'optimisme, teinté d'une certaine méfiance. Comment la profession a vécu l'après-Irma et l'après-Maria, Linda Kayarsi a mené l'enquête. Au port de pêche de Saint-Félix, ces marins-pêcheurs tentent de sauver ce qui reste de leur outil de travail, des filets malmenés par l'ouragan Maria. Les casiers ont presque tout perdu. Bon, ceux qui font du filet de langouste, bon, il y en a des filets qui ont été mis à terre, mais il y en a d'autres qui sont passés à la trappe. On essaie de récupérer ce que l'on peut, mais ça c'est difficile. Surtout ces jours-ci, là, en plus les gens demandent du poisson, il n'y a pas de poisson. Alors maintenant, il faut qu'on essaie de voir comment redémarrer. C'est cependant l'économie du pays, mais ça va se faire parce que les pêcheurs, on a l'habitude de surmonter les problèmes. Mais là, il faut falloir tout réorganiser, quoi. Aujourd'hui, ils tentent comme ils peuvent de reprendre leur activité entre 2 déclarations d'aide d'urgence. Pour l'activité même, nous, on compte sur le président du comité de pêche qui nous a fait parvenir un documentaire à remplir et à remettre avant le 30 de ce mois. Avec ce documentaire, il pourra aller discuter avec le président du conseil régional pour savoir comment ça va se passer au niveau de l'indemnisation des pêcheurs. Et c'est là... En ce moment, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on savait comment ça s'est passé en métropole, cette histoire de l'indemnisation. Et on sait que ça va être difficile, mais... À quelques kilomètres, le port de pêche de Saint-François. Les marins-pêcheurs ont eu plus de chance. Maria n'a pas causé trop de dégâts. Alors, niveau dégâts, nous avons été prévoyants, donc nous avons retiré notre matériel de l'eau. Et voilà. Sinon, on a pu constater que plusieurs nasses ont été perdues, des bouées ont été échouées et déplacées, et puis voilà. La vente de poissons donc a repris, ainsi que les départs en mer. L'activité a repris, mais bouleversement dans la mer là. Poissons à pour entrer, bon, nous arrivons à démerder nous, comme nous sommes des professionnels, mais sinon, ça pour quoi? C'est-à-dire, c'est faire nous aller au combat, matériel n'a pas crasé, moteur n'a pas crasé, on n'a pas perdu pratiquement rien. Le super d'argent qui tient dans le comité là, ou alors l'État vous en il a pas mal qui pète casaillot, qui pète ça, c'était là, mais pêcher même pas obligé de merde. La filière pêche, un secteur qui mise avant tout sur la solidarité pour retrouver ainsi son rythme de croisière. Et une semaine après le passage de Maria, la majorité des foyers a été réalimentée en électricité. Si les travaux avancent rapidement sur le réseau haute tension, il en va différemment sur le réseau basse tension. Les explications d'Yvan Lemar. 2 types de réseaux sont utilisés pour amener l'électricité chez l'habitant. Le réseau moyenne tension de 20 000 volts qui permet d'alimenter les principales zones de la Guadeloupe et les quartiers, et le réseau basse tension qui permet de desservir de manière individuelle chaque client. Depuis le passage du cyclone Maria, c'est qu'on travaille évidemment d'abord en toute logique sur les réseaux principaux, donc sur le réseau moyenne tension qui nous a permis
en fonction des manœuvres qu'on a pu faire dessus et des réparations qu'on a effectuées dans les premiers jours, de reprendre une très grande quantité de clients assez rapidement. En quelques jours, nous avions rétabli plus de 90% de nos clients grâce à ce réseau principal. Maintenant, on rentre sur un chantier qui est beaucoup plus complexe, puisqu'effectivement, on arrive sur le réseau basse tension, qui là concerne les clients individuels un par un. Ça veut dire qu'on va devoir mener en fait une course contre la montre dans chaque rue, chez chaque client qui est impacté, pour pouvoir rétablir et reconstruire, au moins de façon provisoire, un branchement, une alimentation électrique. Pour rétablir ce réseau basse tension, les zones impactées sont répertoriées et cartographiées grâce aux appels des clients, mais aussi de la préfecture, des municipalités, des pompiers et des techniciens sur le terrain. Ce qu'il faut imaginer sur le réseau basse tension, c'est que c'est un réseau qui peut alimenter effectivement des clients de façon individuelle. Donc lorsque votre branchement individuel pour votre logement, votre maison a été endommagé, eh bien, il faut le reconstruire, mais c'est de façon individuelle. Donc c'est un travail où on va passer donc sur chaque client, les uns après les autres. Voilà. Donc c'est un travail de fourmi. Ce qu'on demande à nos clients, c'est donc nous on peut avoir des secteurs de se repérer, mais on va demander à chacun de nos clients d'insister, de nous appeler, parce que ces appels nous permettent de les localiser ensuite sur une cartographie et d'avoir une vision des endroits où il y a le plus de signalements, parce que autant sur le réseau moyenne tension, on a un certain nombre d'automates, etc., qui nous permettent de voir l'état du réseau, autant sur chaque branchement individuel, on n'a pas encore cette vision-là, donc c'est les signalements clients qui nous permettent de savoir que tel ou tel endroit, il n'y a pas de courant et de nous y rendre. Depuis le passage de Maria, 140 agents de la France hexagonale renforcent les équipes locales pour permettre des interventions 7 jours sur 7. Entre 100 et 200 chantiers sont menés chaque jour. Et cette information qui peut sauver des vies, les équipes d'EDF vous invitent à ne surtout pas câble au sol. Ils peuvent être sous tension. 3 personnes ont déjà été électrocutées, fort heureusement sans gravité, depuis le passage de l'ouragan. Équipe de foot, athlètes de haut niveau, grands chefs d'entreprise, beaucoup ont recours à des coachs depuis plusieurs années. Rendre accessible cette pratique au plus grand nombre, c'est l'objectif de la Fédération de coaching de la Caraïbe. Elle organise une conférence Leader School ce samedi 30 septembre à l'Auberge de la Vieille Tour à Gosier. Un événement gratuit mais aux places limitées. Jonathan Mathurin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes coach professionnel certifié, il faut bien le préciser, et vous faites partie justement de cette équipe qui va organiser cette conférence. Le monde a connu de grands leaders, je pense à Nelson Mandela, Martin Luther King, ceux qui nous ont peut-être le plus marqués, qui ont mené de très longs combats pour une cause souvent juste. Mais à quoi sert le leadership à tout un chacun ? Donc le leadership sert effectivement à impacter positivement en fait notre entourage, tout simplement, par la confiance en soi, par le charisme, aussi par la prise de parole publique et dans tout ce qu'on peut dégager. Il faut savoir qu'on a tous un potentiel en soi, donc ça c'est important de le savoir, et qu'on doit tous, et qu'on est responsable en fait du déploiement de ce potentiel. Bon. Vous m'avez devancé, j'allais vous poser la question. On possède tous cette capacité de devenir un Martin Luther King ou Nelson Mandela ? Alors, on ne possède pas forcément tous la capacité de parler en public, etc., et d'avoir une grande confiance en soi de façon très visible. Mais on a tous un potentiel en fait à développer. On a tous des talents, on a tous des compétences, et c'est ces compétences en fait qu'il est important en fait de pouvoir identifier afin de pouvoir impacter dans notre secteur d'activité ou en tout cas dans notre domaine. En quoi cette aptitude est devenue indispensable à développer dans notre société ? Est-ce que c'est le poids ? Est-ce que c'est lié à cette concurrence qu'impose la société ? Non, pas vraiment. C'est qu'aujourd'hui, on a découvert que l'être humain a vraiment un potentiel illimité. C'est-à-dire qu'avant, on était plutôt dans une dynamique où on travaillait toute notre vie pour la même entreprise, pour le même salaire. Et c'était ça un petit peu la réussite. Travailler 30 ans, 40 ans et être à la retraite. Aujourd'hui, on a découvert qu'on a tous des talents uniques, on a tous des compétences et que c'est important en fait de les déployer afin de pouvoir aider tout à chacun, tout autour de nous. Et donc, c'est ces capacités en fait qu'on a découvert. Et aujourd'hui, on a découvert en fait le côté illimité de l'esprit et qu'on a vraiment des compétences voilà, à développer. En tout cas, c'est un savoir que vous avez décidé de rendre accessible à tous, un événement gratuit, je le rappelle, samedi à l'hôtel L'Auberge de la Vieille Tour à Gosier, mais les places seront limitées. C'est ça.
Quelles seront les clés transmises à ces personnes qui viendront? Donc il y aura 3 clés qui seront transmises. La première clé, c'est comment impacter de par sa tenue vestimentaire, de par son style, de par son look, comment avoir un style adapté. Donc il y aura un coach professionnel en image, en relooking, donc Sylvina Pelmar, qui sera là effectivement pour donner des conseils par rapport à la tenue vestimentaire. Il y a une autre personne, donc Elodie Bordin, celle qui est à l'initiative un petit peu de cette conférence, qui, elle, va donner les clés de l'attitude pour avoir un leadership efficace. Et moi, je serai là pour parler de la prise de parole en public. Justement, comment prendre la parole en public, comment gérer son stress, comment gérer ses émotions. C'est vrai que beaucoup de personnes souhaiteraient pouvoir parler en public. Ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui s'apprend. Alors, il y a de plus en plus de coachs en Guadeloupe. Il y a d'ailleurs cette fédération dont vous faites partie, la fédération de coaching de la Caraïbe. Comment intervenez-vous dans la vie des gens? Qu'est-ce que vous changez dans leur vie? Alors, un coach, il ne change rien dans la vie de quelqu'un, il fait prendre conscience certaines choses. Donc, on a tous les clés en nous pour réussir. On a tous au-dedans de soi les réponses à nos questions, les réponses à nos problématiques. Et un coach, il est là pour poser des questions efficaces et pour accompagner justement, émerger en fait ces questions, ces réponses. En fait, lorsque personne vient nous voir, c'est un peu comme dans une maison en bordel, quoi, ou un appartement où il y a du désordre. Et un coach, il est là pour aider à remettre de l'ordre, en fait, pour remettre les choses à leur place, pour faire identifier le potentiel en chacun de nous, en fait. Un coach n'est pas un gourou, quelqu'un qui va faire de la magie. Non, un coach, pour pouvoir accompagner une personne, pour qu'elle puisse émerger, développer son potentiel, savoir pourquoi elle est faite, parce qu'on est tous faits pour des missions différentes, pour un travail différent. On a tous des carrières qui sont différentes par rapport à notre caractère, par rapport à nos habilités, par rapport à nos attitudes, à nos aptitudes. On a tous des choses différentes et on est tous appelés à des choses différentes. Cela fait quelques années que vous exercez ce métier. Peut-être que vous avez un souvenir, quelque chose dont vous êtes très fier, un accomplissement? Oui, d'ailleurs, j'accompagne très souvent les professeurs en fait, qui sont contractuels et qui veulent passer titulaires. Ils ont un concours à passer devant un jury de prise de parole en public. Et aujourd'hui, je suis à 100% de réussite en fait, dans l'accompagnement de ces professeurs de prise de parole en public. Donc c'est quelque chose dont je suis très fier. En fait, lorsqu'ils reviennent me voir et qu'ils disent que justement ils ont réussi cette épreuve, c'est vraiment très gratifiant en fait, de pouvoir accompagner ces personnes, donc tout à chacun. Jonathan Mathurin, il reste encore des places pour participer au colloque ce samedi? Il ne reste pas beaucoup de places, il doit rester quelques places, en tout cas pour ceux qui n'auront pas le privilège de pouvoir assister à cette conférence, on va la faire une autre fois parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de succès. Donc inscrivez-vous vite si ce n'est pas encore fait sur le site de FCC, donc fccpro.fr. La Fédération de coaching de la Caraïbe, que vous pourrez trouver sur Internet. Merci Jonathan Mathurin d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous parlons maintenant d'un autre public qui a aussi besoin d'écoute et d'être coaché. Ce sont les personnes vulnérables aux catastrophes naturelles, les personnes âgées. La semaine prochaine, une semaine va alors être consacrée, la semaine bleue. Mais avant cet événement, nous avons voulu savoir comment nos aînés avaient vécu les ouragans Maria et Irma juste avant. Se sentent-elles vulnérables face à ces catastrophes naturelles? C'est la question en tout cas que KTV Guadeloupe s'est posée. On regarde le reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. On regarde ensemble. Les aînés ont pris pour habitude de raconter leurs souvenirs des cyclones Inès, David ou encore le passage d'Hugo qui a marqué les mémoires de toutes les générations. Mais Maria a provoqué chez certains une forte émotion, pire une peur qu'ils ont du mal à décrire. Envie mal, en tête, parce qu'on était couché et on a entendu qu'on a parlé. Ils font un langage, ils disent, mais qu'à présent, qu'à partir pour ça. Pas de dégâts en case, mais tout s'en tenir, et tout plaqué, une plaque à plat. Les cases là même sont celles d'origine. Mais en case là, on pas tenir dégâts. Igo était une pression, mais Igo était venu un seul coup, ils font seul ravage et passé. Maintenant là, il restait trop de temps. Entendre parler, on l'est. À Pointe-Noire, fortement touchée par l'ouragan, la doyenne qui réside à Baillargent se souviendra longtemps de cette nuit. Le jour à cyclone, la café en haut, et elle dormi avant you. Quand moi je couché, enfin, pour une petite sommeil. Mais l'entendre vent du monde devant la crache le haut là.
Voilà que parti casa, mais pas jamais dormi encore après qu'il dormi là, ça, et le vent et la pluie. Ça c'est qu'à boire des cases, donc j'ai un petit peu, mais jusqu'à temps les jours ouverts, aller bien regarder dehors, on voit un petit pied boiton, une bonne ou trois pieds boiton, mais ça c'est raide quand même, ça sont des heures quand même. Du coup là c'est rapide, mais ça là c'est plus fort. À les entendre, aucun cyclone n'avait provoqué une telle peur. Pour ces personnes dites vulnérables, les phénomènes d'une telle violence seront plus fréquents à l'avenir. Et les personnes âgées sont-elles, selon vous, bien traitées en Guadeloupe? C'est la question que vous a posée Linda Kayarti. On écoute vos réponses. Autrefois, dans le temps, les enfants s'occupaient mieux des parents. Les parents étaient au milieu et les enfants étaient autour. Donc maintenant, c'est PAD, c'est des personnes étrangères qui viennent s'occuper des parents. Donc je trouve pas, enfin, quelque part la société, ça évolue. Mais la famille reste toujours la famille. La maman reste toujours la maman, le papa reste toujours le papa. Donc les enfants doivent savoir qu'ils se sont sacrifiés pour nous élever. Donc on doit se sacrifier aussi pour pouvoir s'occuper d'eux quand ils sont âgés. Que passer, personnes âgées, parce que j'ai vu pour le cyclone et tout, sont seuls dans une maison. Personne ne s'occupe, il n'y a pas assez de solidarité en Guadeloupe. Il faut les aider, ils sont seuls. Alors il faut les aider, envoyer des gens pour travailler pour eux. Mais oui, hein. Eh bien, je ne sais pas, parce que... Aucune idée. Pas tous les enfants. Il y a une partie qui s'occupe bien de leurs parents, mais pas la grande majorité quand même. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont délaissées. Je trouve qu'il manque des structures en Guadeloupe pour les personnes âgées. C'est bien là, mais quand c'est bien là, il y a vivre, il y a qu'un il est obligé qu'un bé, il y a là. Mais pas voir, il y a juste dire qu'il y a fait sur la terre. Oui, il y a un lot qui mérite de traitement. Il y a habiter, il y a qui est bien, il y a qui pas bien. Et voilà. Il faut les gens pour aider, parce qu'il y a qui ne peut pas faire rien, il y a qui ne peut pas faire habiter. Il faut qu'ils aident aussi, on peut aider. Déjà, pour commencer, c'est Timouna. C'est Timouna, parce que normalement, toujours d'être signé, on Timoun qui arrêté avec famille. Ben, on a trouvé que le rôle là, ça n'a pas suffisamment respecté. On a trouvé que demain, maman, moi, même si bon, nous avons des désaccords, si demain il y a un problème, ben, bon, c'est moi qui trouvé. Normalement. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La journée nationale du sport célébrée dans une école à Douville-Sainte-Anne. Et puis nous irons en Guyane où des lycéens apprennent leurs droits et leurs devoirs par le biais d'une exposition interactive, une idée très originale. Mais avant, intéressons-nous aux coûts engendrés par nos déchets. En Martinique, des spécialistes de la filière se sont penchés sur la question à l'occasion d'un séminaire. L'occasion aussi de s'interroger sur les usages et les difficultés pour absorber efficacement ces déchets. Reportage Anaïs Gall et Michelet François. Pour cette journée mondiale du sport, Théouen et ses amis ont pratiqué des activités sportives pendant toute la matinée. C'est bien, parce que ça nous entraîne à faire du sport. Pas tout le temps, chaque classe tout seul en EPS. Et voilà. On a fait de l'athlétisme. Et quoi d'autre? Après, on va faire de l'handball et du foot. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'athlétisme? La course. Et c'était vraiment bien. Avant de faire la course, on s'est chauffé. On a commencé à courir, on était un peu essoufflé, mais sinon on n'a rien eu, on a réussi et c'est bien. Des activités sportives et ludiques régies par la collaboration municipalité, éducation nationale. Alors cette activité, elle est en place dans le cadre national, c'est la semaine du sport scolaire, de toutes les activités sportives à l'école, et la mairie de Sainte-Anne répond à cet appel chaque année, depuis plusieurs années. Nous mettons à disposition et les infrastructures et nos animateurs qui sont diplômés, qui ont des diplômes d'État dans des domaines variés du sport, et avec l'éducation nationale, le conseiller pédagogique et les enseignants bien sûr.
toutes les écoles élémentaires ont des activités sportives aujourd'hui. Donc ici, nous sommes à Douville et vous voyez qu'il y a de la course, il y a du sport collectif et ça toute la matinée. Sur l'ensemble de l'archipel guadeloupéen, des animateurs sportifs ont proposé aux enfants football, athlétisme, handball et bien d'autres sports. Normalement, ça aurait dû être une semaine de sport scolaire au niveau national. Mais malheureusement, à cause des intempéries avec Maria, on fait que la journée d'aujourd'hui et peut-être demain. Mais bon, en plus, on va se centrer aujourd'hui, se concentrer uniquement sur la journée d'aujourd'hui. On est dans la découverte pour que les gamins et les gamines découvrent un peu qu'est-ce qu'on propose à Sainte-Anne, les différentes disciplines sportives qu'il y a à Sainte-Anne. Ça, déjà, c'est la découverte. Ensuite, après, pour ceux ou celles qui connaissent déjà, on est dans l'initiation. La semaine prochaine, 2 autres jours seront dédiés à la pratique d'activités sportives. Et vous l'avez compris, il s'agissait du reportage consacré aux élèves de l'école de Douville qui célébrait aujourd'hui la journée nationale du sport. Mais tout de suite, direction la Martinique, sur ce séminaire qui traitait justement de la question du traitement des déchets. Voilà, je l'écrase, voilà. Et je la bouffe. Et je la mets dans le sac poubelle, c'est tout. Chez Fred et son mari Aristide, les bouteilles en plastique finissent dans la poubelle commune, à leur plus grand regret. Il n'y a pas de récipient ou de bac du côté de la poubelle pour qu'on puisse mettre les plastiques, le verre, etc. J'aimerais bien recycler tout ça, mais comment faire? Je ne peux pas. Si eux n'ont pas de bac dédié au recyclage, de nombreuses habitations en disposent en Martinique. Pourtant, certains n'ont pas encore acquis tous les réflexes. À chaque tournée, cette société de collecte d'ordures est confrontée à des erreurs de tri. Nous mettons une étiquette comme ceci sur le bac afin que la personne sache qu'il y a une erreur dans son tri. Et c'est une indication pour les collègues de la collecte des ordures ménagères qui vont récupérer ce bac dans les ordures ménagères puisque les emballages ne sont pas bons ou il y a une erreur qui ne correspond pas. D'accord. Donc lorsqu'il y a une erreur, vous ne récupérez pas la poubelle? Non, puisque ça va souiller le reste des emballages. Cartons, bouteilles, canettes. Ici, tous les matériaux sont triés par genre avant d'être recyclés. En 10 ans, le volume de déchets collectés a progressivement augmenté dans ce centre, mais il est encore loin d'atteindre la moyenne nationale. Aujourd'hui, la moyenne nationale est environ de 47 kg par habitant. Et aujourd'hui, si on se réfère à ce qu'on trie à l'heure actuelle en Martinique, on est aux alentours de 27-28 kg. Par an, par habitant. Pourtant, les foyers martiniquais pourraient recycler davantage. Dans cette fosse, des tonnes de déchets non triés se mélangent aux ordures ménagères. Depuis la fermeture de l'incinérateur de Céron l'année dernière, difficile de suivre la cadence. L'usine de Dillon doit brasser de plus en plus d'ordures. On doit brûler 7 tonnes d'ordures par heure. Nous avons 2 fours. En ce moment, il y a un four à l'arrêt. Regardez ce qu'il a. Je dirais même après 3 semaines, on ne pourra pas brûler convenablement ceci. Nous sommes obligés de détourner. Avec l'ouverture du centre d'enfouissement du Robert, les professionnels du secteur espèrent désengorger rapidement les centres de tri. Mais la gestion des déchets est une réelle problématique dans les territoires insulaires. Aujourd'hui, l'opportunité pour la Martinique, c'est qu'elle dispose d'équipements que d'autres territoires ultramarins n'ont pas. Pour autant, effectivement, il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour ne pas saturer ces équipements, ne pas le faire trop vite. Et donc, l'adage qui revient souvent, c'est le fait que le déchet le plus important, c'est celui qu'on ne produit pas. Au-delà de la disponibilité des équipements sur le territoire, ces équipements ont des coûts qu'il est difficile d'assumer pour les collectivités. Et ces coûts impactent bien entendu les finances publiques, mais aussi tout un chacun au travers de l'impôt, parce que c'est l'impôt qui finance les infrastructures. Aujourd'hui, la Martinique est un exemple pour les DOM, mais reste souvent submergée par l'ampleur des déchets. Si le tri permet d'en diminuer le volume, le meilleur moyen est d'opter pour des produits avec moins d'emballage. Autre sujet maintenant, parfois les jeunes n'ont pas connaissance de leurs droits et leurs devoirs. Pour les aider, l'équipe pédagogique d'un lycée de Guyane a eu l'idée de mettre en place une exposition interactive traitant de plusieurs thématiques, raquettes, viols, drogue, le tout en compagnie de professionnels du monde judiciaire. Reportage Pierre Tréfou.
Ce matin, les élèves du lycée Mac-Joséphine découvraient en compagnie du président de chambre à la cour d'appel de Cayenne, François Genicon, l'exposition 13-18, question de justice. L'occasion pour eux de découvrir un système judiciaire qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Donc c'était intéressant de confronter le monde judiciaire avec les élèves pour qu'il y ait des débats, pour que les élèves puissent comprendre comment fonctionne la justice, quel est leur droit, mais aussi quel est leur devoir. Voilà. Donc cette exposition parle des infractions, parle de leur droit de s'exprimer par exemple, mais aussi des contraventions, des crimes. L'exposition fait comprendre aux jeunes le fonctionnement de la justice, en abordant des sujets liés à différents niveaux d'infraction, mais aussi à des questions de la vie. Les délits sont banalisés, la violence est quotidienne, les stupéfiants également. Bien souvent, ils peuvent avoir eu des difficultés eux-mêmes. Également, il peut y avoir des difficultés familiales ou bien des trafics de stupéfiants. C'est assez quotidien et ils banalisent beaucoup trop ce genre de choses. Ils n'ont pas idée véritablement du fonctionnement, je dirais, normal d'une société classique. Jusqu'au jeudi 5 octobre, le lycée accueillera tous les jours différentes personnalités du milieu judiciaire, de quoi susciter de nouvelles vocations chez les jeunes. Ça nous apprend beaucoup de choses, c'est un jury, ça, c'est un jury. Ils apprennent beaucoup de choses et je vais apprendre. Plus tard, je vais faire gendarme aussi, donc les gendarmes réservistes, je vais commencer l'année prochaine. Ça t'a donné un peu des envies? Oui, ça m'a motivé, ça a beaucoup motivé. Et c'est l'heure des informations en pratique maintenant. Sachez que la route de la traversée est fermée ce soir aux automobilistes. Elle sera rouverte demain d'ici 6 heures. Et la Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, au moins jusqu'à samedi 17 heures. L'équipe d'établissement français du sang vous donne rendez-vous au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme de 8h à 16h. C'est le nouveau lieu de rendez-vous. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 28 septembre. Nous l'avons vu ce soir, le budget du ministère de l'Outre-mer est en légère hausse, une hausse de 4%. Les catastrophes qui ont récemment accablé les îles du Nord, la Guadeloupe et la Martinique ont suscité de fortes demandes auxquelles le gouvernement tente de répondre. Et le secteur du tourisme est inquiet. Les centrales de réservation ont observé une baisse significative pour cette saison 2017-2018. Comment ce secteur déjà en crise va-t-il pouvoir rebondir sur place? En tout cas, on s'affaire pour être fin prêt à recevoir les touristes. Et les professionnels de la pêche s'arrachent les cheveux. Le matériel, en tout cas une partie, est détruit. L'interrogation pour cette profession aujourd'hui demeure: comment faire face aux lourdes charges sociales et redémarrer? ATV Guadeloupe avait mené l'enquête ce soir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.